Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je suis Sacha et je suis passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast, je reçois à mon micro des personnalités du monde du spectacle. Comédiens, metteurs en scène, auteurs ou autres, l'idée c'est de vous faire découvrir les coulisses de ce monde où tout n'est pas que paillettes. Cette fois-ci, j'ai eu la chance de recevoir à mon micro Élodie Menant. Élodie est comédienne, écrit des pièces et met en scène des spectacles. Elle a d'ailleurs remporté 2 Molières pour le spectacle musical qu'elle a coécrit avec Éric Bu et qui s'appelle « Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty ?» Dans cette interview, Élodie m'a raconté son parcours et m'a parlé des 2 spectacles qu'elle a écrits et dans lesquels elle joue. « Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty ?» et « Je ne cours pas, je vole » qui joue actuellement à la Comédie des Champs-Élysées. C'est d'ailleurs dans les loges de ce théâtre qu'Élodie m'a reçue pour cette interview. J'ai adoré ce moment en compagnie d'Élodie et j'espère que cette interview vous plaira tout autant qu'à moi. Alors, bonne écoute. Bonjour Élodie. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. De rien, avec plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs s'il te plaît ? Donc je suis Élodie Menant, comédienne, également autrice, productrice et metteuse en scène parfois. Et voilà, c'est déjà pas mal. Oui, c'est clair. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Mon parcours, alors j'ai d'abord fait des études scientifiques, enfin j'ai fait un bac S, après je suis partie en prépa faire des maths. J'étais passionnée d'astronomie, donc j'aimais observer les étoiles. Je faisais tout le temps l'été des stages. Je partais en colo d'astronomie où on observait les étoiles. C'était vraiment quelque chose que j'aimais énormément. Et puis, plus jeune, j'avais fait aussi beaucoup de danse classique. J'ai fait 16 ans de danse classique, je fais de l'équitation, je fais du piano, j'avais fait du théâtre. Et une fois en prépa, tout cet aspect artistique m'a manqué terriblement et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Ça ne me correspondait plus du tout. J'étais que dans des théorèmes, dans de l'application et ça ne me faisait plus rêver. Et donc, j'ai tout arrêté et je suis partie au cours Florent. Et là, j'ai fait 3 ans les cours Florent. Ensuite, j'ai fait 2 ans le studio Muller, qui est une autre école de théâtre. Et puis, ma première expérience au théâtre, ça a été au Lucernaire. C'était 4 de Marie Duroy. On a joué 4 mois là-bas. Et ensuite, j'avais fait le Soldat Rose de Louis Chédid. Où ça, on a fait le Palais des Congrès de Paris, le Casino de Paris et des tas de zéniths en France. Donc là, j'ai vraiment réalisé un rêve de gamine. Et après ça, il y a eu une petite période beaucoup plus tranquille. J'avais animé aussi une émission pour enfants sur une petite chaîne télé. J'ai fait 2 émissions pour enfants sur 2 chaînes télé différentes. C'était drôle. Et donc après, il y a cette phase de creux. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas rester chez moi à attendre qu'on veuille me faire travailler, à envoyer des CV, à écrire des mails, des lettres. Puis moi, j'arrête pas, quoi. Donc je sollicite, j'essaie de trouver des formes un peu différentes, un peu décalées. Et parfois ça marchait, mais c'est tout de même laborieux. Et je me suis dit, je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie. Et donc c'est ce qui m'a motivée à créer ma compagnie et à écrire mes projets. Et donc maintenant, ma compagnie, je l'ai créée en décembre 2010. Et donc ça va faire 12, pas mal de temps. 13 ans. J'entame la 13e année de compagnie où je crée mes propres projets et j'écris, je joue, ou parfois je m'enseigne. Et quand je ne joue pas, je m'enseigne en général. Ok. Et je les produis et je me régale à faire ça. Génial. Et donc il y a eu pas mal de Stefan Zweig que tu as mis en scène. Il y en a eu 2, ouais. Le premier, je l'avais pas mis en scène, c'était La Psy Dangereuse, là je jouais dedans. Ouais. Donc mon tout premier projet où j'ai tout découvert en production, j'ai eu à peine 6 mois pour tout créer, pour faire le festival d'Avignon. J'ai cru mourir tellement c'était sollicitant, je découvrais des codes que je n'avais pas, j'avais jamais fait de budget de ma vie, j'avais jamais géré autant de personnes, c'était 5 comédiens sur scène, et puis après il y a le metteur en scène, il y a l'assistant metteur en scène, il y a le scénographe, les costumières, enfin, tous les gens qui vont travailler sur un spectacle. Et moi, je devais gérer un budget, gérer ces personnes, organiser, j'allais louer mon camion, je prenais les décors, je remettais mon camion dans mon parking. C'était vraiment une organisation et énormément de travail. Et bon, j'ai beaucoup appris, mais je pense que j'étais vraiment pas loin du burn-out.
Et puis ensuite, j'ai fait La Peur de Stéphane Zweig, où là, j'avais rencontré, grâce à La Petite Dongeuse, j'avais rencontré Thibaut Audinière, qui est de la boîte de production Atelier Théâtre Actuel. Et depuis, on est vraiment partenaires. Il m'accompagne sur tous mes projets, on coproduit tout ensemble. Et donc La Peur, ça avait été un gros succès, qu'on a joué très longtemps. Et ça, je m'étais bien régalée à faire ça aussi. Et là, c'était ma première mise en scène. Au départ, je jouais pas dedans, et puis finalement, la comédienne principale m'avait demandé de la remplacer. Elle avait été prise sur d'autres projets, donc j'ai pu jouer dedans. Et voilà, ensuite, il y a eu les autres. Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty, etc. Et bien justement, si on parle de Arletty, donc c'est un spectacle que tu as coécrit qui s'appelle Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty. Pourquoi est-ce que tu as choisi de parler de cet artiste en particulier ? Alors ça a vraiment été un hasard d'une certaine manière, parce qu'avec Eric Bu, que je connaissais très peu, c'était une amie qui me l'avait présenté. Elle me dit viens, je veux un anniversaire, c'est un de mes meilleurs amis. Donc j'y suis allée, je l'ai rencontré, on a discuté rapidement, et puis on s'est retrouvés quelques temps plus tard sur les quais de Seine. Et il me dit toi t'as déjà écrit pour le cinéma? Je lui dis non, j'en serais pas capable. Je lui dis et toi t'as déjà écrit pour le théâtre? Il dit non, j'en serais pas capable. Lui il avait plus écrit pour le cinéma. Je lui dis mais si, tu sais, je pense que c'est plus simple que tu ne crois. Bah si tu veux on écrit ensemble. Et tout a commencé comme ça. Un jour il m'écrit, 3 jours après il me rappelle et il me dit mais ta proposition elle tient toujours? Je lui dis bah ouais, allons-y. À une soirée d'anniversaire. Et là on se dit mais qu'est-ce qu'on peut écrire? Lui il voulait absolument que je joue dans la pièce. Et puis au cours Florent on avait travaillé sur tous les films des années 50, et notamment avec Arletty, Daniel Darieux, Gérard Philippe et Gabin. Et donc j'avais vu la scène Atmosphère, jouée par une copine, et je m'étais dit ah elle est géniale cette scène. Et ça m'est revenu en tête. Et Eric lui, je lui avais parlé d'un autre personnage auquel j'avais pensé, et je lui avais dit ah elle a une gouaille un peu à la Arletty. Et lui ça lui est revenu aussi, et un jour on s'envoie en même temps un message en disant Arletty point d'interrogation. Mais non. Synchronicité étonnante. Bah ça alors, ok, regardons qui est Arletty. Parce qu'en vérité, on avait l'actrice en tête, mais on savait pas du tout si sa vie était intéressante, s'il y avait quelque chose à faire autour d'elle. Puis c'est Eric qui a beaucoup travaillé, qui s'est beaucoup documenté. Moi j'étais en tournée, j'avais moins le temps. Et au début il me disait ah j'ai du mal, je la sens froide, j'ai du mal à accrocher avec ce personnage. Et puis à un moment il me dit ça y est, j'ai trouvé la faille, je crois qu'il y a quelque chose qui est intéressant. Et là, on s'est retrouvés et on a commencé à écrire, et c'est comme ça que c'est toute cette ambiguïté de cette femme entre sa liberté et en même temps ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on lui reproche d'avoir été amoureuse d'un Allemand. Je trouvais que ça posait des questions très intéressantes, et ça nous donnait envie d'écrire sur elle, voilà. Trop bien. Et justement, la coécriture, comment vous êtes organisée? Parce que c'est pas évident forcément d'écrire à deux. Non, c'est pas évident. Franchement, c'est vraiment une rencontre étonnante entre lui et moi, parce que je pense que ça marche pas à tous les coups. Là. Et lui, il a d'abord écrit une première base. Ok. Et ensuite, à partir de là, on faisait que des séances de travail tous les deux. Et où on retravaillait. Moi, je pouvais retravailler de mon côté, lui faire des propositions. Lui, pareil, de son côté. Chaque fois, on surlignait en rouge ce qu'on avait modifié, changé. Et puis sinon, on était ensemble et on lisait à voix haute. Et au fur et à mesure, on retravaillait, on réécrivait, on reprécisait. Avant que lui écrive une première base, on s'était mis d'accord sur... déjà l'envie de faire toute sa vie, de traverser tout le XXe siècle finalement, de se dire que c'était comme si elle revenait aujourd'hui et qu'elle passait sa vie en revue, et cette envie de nous raconter sa vie, mais où on a parfois tendance à vouloir cacher les choses qui ont pu chagriner. Et là c'est le cas, mais sauf qu'au fur et à mesure les autres personnages de la pièce vont lui imposer de revoir ce qu'elle ne voulait plus forcément voir. Voilà, c'était ça notre postulat, et on s'y est tenu, et ça a marché comme ça. Ça a très bien marché d'ailleurs. Moi j'adore ce spectacle. Donc. Moi aussi je l'aimais beaucoup. Et quelle est la part de contenu inventé du coup dans ce spectacle par rapport à sa vie? Est-ce qu'il y a quand même un peu de fiction? Oui, il y a un petit peu de fiction, je pourrais pas dire à quel pourcentage c'est, mais forcément on n'avait pas toutes les informations non plus sur sa famille, la relation à ses parents, mais... malgré tout, on a essayé d'être assez proche de tout ce qu'on avait pu grappiller à droite, à gauche dans nos recherches. Donc
Là, je pourrais plus vous dire précisément qu'est-ce qui avait été inventé, mais il y a des choses qu'on a peut-être un petit peu plus développées. Mais de toute façon, quand il faut qu'on écrive des dialogues, il y a forcément une part d'invention. Parce que sinon, on a juste un fait, ou elle est très proche de son père. Bon, il faut que nous, on le retranscrive en dialogue. Voilà. Ok. Et du coup, c'est toi qui incarnais le personnage d'Arletty dans ce spectacle. C'est pas évident parce que elle a une voix particulière et puis elle est très connue. Comment est-ce que tu t'es préparée pour ce rôle ? J'ai regardé beaucoup de vidéos, d'extraits de films, d'elle en interview. Ce qui était intéressant, c'est que elle n'a pas la même voix quand elle joue que lorsqu'elle est en interview. Finalement, elle a fait en sorte d'accentuer son accent et c'est aussi ça qui a permis qu'elle soit repérée. Elle s'est créée son personnage au cinéma avec cette gouaille en rajoutant, mais dans la vie de tous les jours, son accent n'était pas tant prononcé que ça. Moi, j'adore faire les accents, j'adore écouter et j'aime beaucoup transformer ma voix, j'aime faire des accents, donc... à force de l'écouter, c'est un peu rentré dans ma tête et je me suis surtout concentrée sur ce que je ressentais d'elle en énergie. J'essayais de comprendre qu'est-ce qui la faisait parler comme elle parle, sa vivacité d'esprit, son tact. Quand on l'écoute en interview, elle est surprenante parce qu'elle a vraiment beaucoup de répartie et c'est ça qui est fascinant. Et j'aimais cette vivacité, je me suis dit... elle se ressent dans sa façon de parler et si ça j'arrive à le capter, l'accent et le personnage arriveront peut-être à un point qui est juste. Ce sera pas un copier-coller, ce sera pas je fais une imitation, mais je serai au cœur de ce que j'ai l'impression de percevoir d'elle. Ouais, en plus, elle est hyper touchante dans le spectacle. Ouais. Moi, je l'aime beaucoup. Ça se voit. Je triche, je l'aime. Je juge mon personnage, je l'aime. Oui, non, elle est touchante. Et tu as remporté 2 Molières pour ce spectacle. Ouais. Est-ce que ça a changé quelque chose à ta carrière ? Rien du tout. Ça n'a rien changé. Juste la gloire. Juste le plaisir d'avoir une belle statue chez moi. La deuxième, c'est le théâtre, il l'a gardée. Mais j'en ai une chez moi et j'adore cette statue. Je la trouve belle. Elle a un certain poids. Elle est très jolie. Donc j'aime la regarder. Mais je m'étais déjà préparée à ce que ça ne change rien. Donc ça n'a pas changé grand-chose. Non. Je dirais que... ça donne peut-être un peu plus de crédibilité dans le milieu et que si aujourd'hui j'ai un nouveau projet et que j'ai besoin de le présenter à d'autres directeurs de théâtre ou à des producteurs, peut-être qu'ils ouvriront plus facilement leurs portes et qu'ils m'écouteront davantage parce qu'il y a eu ce succès-là. Bien sûr. Mais à part ça, j'ai pas eu plus de propositions de rôle ou de travail, non. Du tout. N'hésitez pas. Voilà, c'est ton appel. Alors, tu as une autre pièce qui joue à Paris en ce moment qui s'appelle Je ne cours pas, je vole. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors ça, Je ne cours pas, je vole, c'est un projet, c'est drôle parce qu'il a émergé avant Arletty. Normalement, j'ai commencé à l'écrire avant Arletty et ça n'a été que un assemblage, je ne sais pas si ça se dit, mais de galères, une succession infinie de problèmes autour de ce spectacle. Ça sent le Covid. 6 ans, et même avant le Covid, et pendant 6 ans, il y a eu plusieurs metteurs en scène, il y a eu différentes équipes, il y avait toujours quelque chose qui faisait que je n'arrivais pas à aller au bout. J'avais toujours les producteurs, il y avait des gens intéressés, mais un metteur en scène qui finalement n'était plus disponible, des comédiens qui finalement avaient un problème. Donc ça n'a fait que traîner et freiner et au bout d'un moment je me disais mais j'y arriverai jamais. Bon, et en même temps ça parle un peu de ça dans la pièce aussi, tenir malgré les obstacles et finalement donc Arletty est née avant Je ne cours pas je vole et puis un jour c'est en 2021, donc en effet on avait été aussi arrêté avec le Covid parce qu'on devait le créer en 2020 et en 2021 Thibaut Houdinier m'appelle et me dit hello, il y a un des producteurs avec qui on devait travailler qui nous suivra pas parce que on sait même pas s'il va y avoir Avignon en 2021. Peut-être qu'il faut qu'on soit prudent et qu'on crée pas encore le spectacle. J'ai dit mais moi j'en peux plus d'attendre. Ça fait je ne sais combien de temps. En 2021 il y avait les JO. Je crois que c'est le bon moment. Écoute, je sais plus qui parle, c'est la productrice, l'autrice, la comédienne, mais je sens qu'il faut le faire maintenant. Et donc on l'a lancé en 2021 et ça a été un énorme succès à Avignon.
Et tout s'est aligné subitement. On a eu la captation pour France Télévisions, on a été complet à Avignon, le texte est sorti à l'Avant-Scène Théâtre, qui est une édition que j'adore. Et ensuite, on a décroché le Théâtre du Rond-Point. J'ai réussi à faire venir Jean-Michel Ribes, qui a eu la merveilleuse idée de nous programmer. Et je l'en remercie énormément, je le remercie de tout mon cœur. Et voilà, et puis nous voici à la Comédie des Champs-Élysées où Stéphanie Fagado, la directrice, nous fait l'honneur de nous reprendre cette année. Trop bien. Et donc le spectacle, il parle d'une jeune fille qui s'appelle Julie Lénard, qui court le 800 mètres et qu'on retrouve en demi-finale des Jeux Olympiques. Et au fur et à mesure de sa course, on fait des flashbacks, on comprend d'où elle vient, qu'est-ce qui se passe dans sa famille. Et puis... je ne sais pas si je vais en raconter plus, mais il y a beaucoup d'événements. Je confirme. Et j'avais envie de pouvoir raconter autant le milieu des sportifs, évidemment, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas le sport, qu'on puisse se sentir concerné. Et finalement, c'était une manière de parler de ce qu'est la passion. Même moi, dans mon métier, ma passion forcément déborde sur mon quotidien, sur ma vie intime, on a des horaires décalés, on vit toujours à 100 000 à l'heure. Quand on écrit, on peut y penser n'importe quand, à n'importe quel moment, les week-ends n'existent pas vraiment. Et si on n'est pas avec un partenaire qui nous comprend, ça peut être complexe. Il faut une famille aussi qui puisse entourer ou pas. Enfin, bon, il y a beaucoup d'enjeux. Et j'avais envie aussi de pouvoir traiter de ça. Et ensuite de qu'est-ce que le surpassement, qu'est-ce que ça signifie que gagner, on gagne vis-à-vis de qui, vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Voilà, d'évoquer tout ça. Et là, on raconte l'histoire de cette famille Linard où Julie a un petit frère qui lui peut pas courir, donc il vit au travers de sa sœur. Son père qui encourage Julie parce qu'en plus elle était asthmatique et donc il lui dit allez il faut que tu cours, donc elle va apprendre à se dépasser, et une mère qui dit au bout d'un moment il faut arrêter de courir parce que ça agite trop ton frère, ça le met en danger, et donc là que se passe-t-il, que choisir, comment se dépatouiller là-dedans. Et je pense qu'on est aussi tous confrontés à un moment dans nos vies à qu'est-ce qu'on décide nous-mêmes. Est-ce qu'on a pris certaines voies dans notre vie parce que ça vient d'un conditionnement familial, ou est-ce que c'est notre souhait intime et profond. Et voilà, je trouve que c'est important de se poser ces questions-là. En tout cas, c'est hyper inspirant. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment vu le prisme passion, parce que presque le sport est un prétexte finalement. Oui. Et c'est hyper inspirant comme spectacle. Bon, pas tant, mais merci. et du coup, c'est quand même sur le sport. Est-ce que toi, le sport, c'est une passion pour avoir eu envie d'écrire dessus? Oui, vraiment. Moi, je me suis mise à courir parce que mon père m'a dit de courir pour enlever mon asthme. Il y a un petit côté autobiographique. Voilà. Mais en vrai, pour le reste, tout est faux. Mais ça, c'est de mon histoire. Et j'ai fait donc beaucoup de danse classique. Et j'ai toujours aimé le sport. J'ai vraiment une aptitude et j'aime ça. J'ai envie de toucher à tous les sports. J'aime courir. J'ai un peu trop d'énergie parfois. Donc j'ai cette appétence pour ça, pour l'activité physique. Et également, ma maman, elle travaillait pour la marque Reebok, et donc elle était sponsor d'athlètes, et notamment de Marie-Josée Pérec, au moment où elle a eu ses médailles d'or aux Jeux Olympiques. Donc elle l'a suivie sur les 3 Jeux Olympiques que Marie-Jo a couru. Enfin, le dernier, elle a pas trop couru, mais... et donc j'ai pu assister à des courses, j'ai pu aller dans un stade, j'ai pu voir, constater, observer la vie du sportif, ses angoisses. J'entendais Marie-Jo me raconter comment elle se sentait avant d'aller courir, ce qu'elle a vécu en Australie quand finalement elle est partie, elle n'a pas voulu courir. Et tout ça, j'ai trouvé ça fascinant de voir l'humanité finalement du sportif, là où habituellement on les voit davantage comme des héros, comme des sortes de super-héros, mais on n'arrive pas bien à saisir tous les sacrifices et tout ce que ça signifie que de vouloir grappiller des centièmes de seconde quand on fait de la course à pied par exemple, ou des centimètres quand on fait un saut en hauteur. Et ça, je trouve ça fascinant, je trouve ça absurde et fascinant. Absurde de se dire j'ai passé ma vie à vouloir gagner des secondes, et en même temps fascinant
d'être capable d'être dans cette abnégation, de vouloir être dans la perfection, de décortiquer chaque mouvement et de parvenir à pousser le corps aussi loin. Et je pense qu'en termes de sensations, on vit des choses exceptionnelles. Et qu'en effet, dans la pièce, à un moment, Julie Linard dit mais ça, cette sensation d'un stade, cette ambiance d'un stade rempli, ça, je l'oublierai jamais. C'est sûr que je pense que très peu de personnes ne peuvent savoir ce qu'on ressent quand on est dans un stade, qu'on gagne une médaille d'or et qu'il y a 60 000 personnes qui nous ont regardés et qui nous applaudissent. C'est exceptionnel. Ouais. Nous, à un plus petit niveau, quand on joue, on peut avoir parfois ces sensations-là. Et quand j'avais joué dans un Zénith, sur le Soldat Rose, justement, c'était incroyable. Où parfois, avant même qu'on ait commencé à jouer, le public applaudissait, chantait. Je me disais, c'est pas possible, Madonna est quelque part. Mais non, c'était toi. Et non, ils connaissaient déjà les musiques du Soldat Rose. C'est une énergie qui est tellement puissante. C'est rare, quoi. Et ce que ça provoque émotionnellement, c'est si intense que j'avais envie aussi de réussir à faire peut-être sentir un peu ça, à pouvoir imaginer ce que ça pouvait faire. Et est-ce que du coup tu as rencontré des athlètes, par exemple en natation, en tennis et tout ça, parce que dans la pièce il y a Raphaël Nadal, il y a Laure Manodou. Est-ce que tu as rencontré d'autres athlètes aussi? Je me suis beaucoup documentée, en regardant des vidéos, des interviews, en lisant des livres, et j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelle Élodie Guégan, qui elle était coureuse sur 800 mètres. Et qui s'est en effet blessée en demi-finale des Jeux Olympiques. Et c'est sa chute qui m'a inspirée aussi. Et elle, je l'ai rencontrée, on avait bu un verre, elle m'avait raconté un peu tous les dessous, comment elle était parvenue à dépasser la blessure, les appréhensions qui sont tellement compliquées à gérer. Finalement, il y a certes l'aspect physique, mais l'aspect mental, il est colossal. Et de parvenir à trouver cette force mentale, à pouvoir revenir, à se dire je vais retrouver mes capacités et ne pas avoir l'appréhension, c'est pas évident. Donc oui, Élodie avait été super, c'était bien de l'entendre me raconter. Et le 800 mètres, j'avais choisi le 800 mètres parce que c'est une discipline qui n'est pas très connue. On n'a pas... Alors là, il y a Renelle Lamotte qui commence à être assez... qui se fait repérer et qui a des très bons résultats, mais sinon c'était pas une discipline très mise en avant. Et je trouve que ça aussi c'est assez ingrat quand on fait un sport que personne ne regarde, ou qui intéresse moins. C'est pas le 400 mètres, c'est pas le 100 mètres. C'est ingrat parce que c'est toujours la même énergie qu'ils mettent dans chaque sport, donc voilà. Et justement, le thème du sport est quand même rarement abordé au théâtre. Comment t'expliques ça? D'ailleurs, on m'avait souvent dit tu vas te casser la figure à faire un spectacle sur le sport, parce que pour les gens, le public du théâtre n'est pas le public du sport. Et donc, les deux ne se croisent pas. Donc, si on fait du sport au théâtre, comme les gens qui aiment le sport ne vont pas au théâtre, et alors on n'aura personne dans la salle. Bon, pour le moment, on a de la chance, ça ne s'est pas produit de la sorte. Au contraire, au rond-point, ça a été un gros carton, et à Avignon aussi. Mais il y a un peu cette idée-là. Et c'est pour ça que ça rend frileux les auteurs. Peut-être qu'il y a moins de personnes aussi dans le théâtre qui s'intéressent au sport, enfin dans ceux qui écrivent. Mais ouais, c'est peut-être pour cette raison. Et le spectacle tourne depuis pas mal de saisons. Est-ce qu'il a évolué depuis sa création? Il a un petit peu évolué. On avait rajouté des chorégraphies, rallongé certaines chorégraphies et fait quelques petites coupes dans le texte. Mais voilà, rien de plus. Après, la mise en scène de Johanna Boyer, elle est tellement au cordeau, tellement précise, tellement dynamique, que si on change plus, faut vraiment retourner travailler, répéter, et ça désharmonise tout le reste. Donc, je comprends. Donc on a fait simple mais efficace. Et justement, quand tu écris des pièces, en tout cas les deux, Arletty et Je ne cours pas, je vole, c'est vrai que c'est pas mal de petites scènes, donc ça bouge beaucoup. Est-ce que tu imagines déjà la mise en scène, même si c'est pas toi qui l'as fait ensuite? Alors sur Arletty, j'avais rien imaginé. J'avais réussi à me détacher de ça.
Sur Je ne cours pas, je vole, j'avais imaginé davantage de choses. Oui. J'avais imaginé plus de tableaux physiques. Je voulais vraiment des chorégraphies qui puissent raconter le ressenti des sportifs, mais sans avoir à l'expliquer par la parole. Après, comme c'est Johanna qui a fait la mise en scène, elle avait carte blanche et elle a fait la mise en scène qu'elle souhaitait. Donc il y a certains passages que j'aurais peut-être imaginé autrement. Mais c'est très bien, c'est une autre vision aussi et c'est tout. Et là, tu vas monter sur scène dans quelques heures pour Je ne cours pas, je vole. Est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène ? Non, j'ai aucun rituel. Moi, plus j'arrive en dernière minute et mieux je me porte. Ah, c'est vrai. C'est un rituel, ça peut être un rituel. Oui, j'avais remarqué que si j'arrive trop tôt, et que je commence à vouloir répéter mon texte, là subitement j'ai l'angoisse du trou de mémoire et j'ai forcément un trou de mémoire sur scène. Donc maintenant, pour éviter de penser et de me créer un trou de mémoire, je fais en sorte de faire tout, mais à la dernière minute, j'arrive au plateau le plus tard possible. Après, dans ce spectacle, comme il est assez physique, il faut qu'on s'échauffe, on a quand même une petite partie d'échauffement, mais sinon, non. Mon rituel, c'est plutôt ça. C'est si je peux mettre un peu de musique, d'être complètement décontractée et de m'amuser avant d'aller jouer. Ouais, déconnecter du spectacle. Ouais. Okay. Je sais, je fais pour tous, pour tous les spectacles. Et tu joues aussi dans des projets que tu n'as pas écrits, donc notamment La Voix d'Or que tu as joué à Avignon cet été. Ouais. Comment est-ce que tu choisis les spectacles dans lesquels tu joues, justement ? Là, c'est Eric Bu qui a écrit ce spectacle avec Thibaut Dinière, donc sont deux amis. Et Eric, j'avais adoré travailler avec lui sur Arletty, donc j'avais très envie de le rencontrer aussi en tant que metteur en scène, parce qu'il l'a mis en scène. Et l'histoire m'avait plu, c'est l'histoire aussi de Thibaut Dinière. Ça mélangeait entre humainement des personnes que j'aime et dans ce que ça racontait, je trouvais ça intéressant. J'avais envie, ça chante aussi, j'avais envie de pouvoir chanter, mais avec ma voix normale, parce que dans Arletty, c'est avec la voix d'Arletty, ce qui est beaucoup moins harmonieux. Et l'équipe était super. Enfin voilà, dans mes choix, j'ai besoin que humainement, je sente que l'équipe va être agréable et que je vais pouvoir passer un bon moment. Et évidemment que le texte me touche ou me plaise à un endroit que je vais, moi, dans le rôle, pouvoir m'épanouir et surtout ne pas aller forcément dans mes facilités, dans ce que j'ai l'habitude de faire. J'aime à chaque fois trouver un défi ou me dire « Ouh là là, ça je sais pas si j'en serais capable », mais justement, je vais essayer. Et par exemple, sur La Voix d'Or, c'était quoi le défi ? J'ai toujours une petite appréhension à chanter, et là c'est presque la première fois où je chante vraiment sans artifice autre, sans changer ma voix. Et puis dans ce spectacle, ce que je trouve pas simple, c'est que par exemple on reprend des chansons de Brassens, sauf que ces chansons sont intégrées à l'histoire. Il faut réussir à les interpréter comme si elles étaient inscrites dans l'histoire. Et pourtant, ce sont des textes qu'on connaît vraiment, qui sont très littéraires. Et le défi n'est pas évident d'y mettre une émotion qui accompagne la chanson. Donc ça, je l'ai, mais je continue à chercher. Je continue toujours à essayer de peaufiner, etc. Et après, non, je sais plus ce qu'il y avait d'autre comme défi. Là, je joue différents âges, je joue différents personnages. C'est toujours amusant et c'est toujours un défi de réussir à trouver les nouveaux personnages et de ne pas retomber dans des personnages que j'aurais pu déjà faire. Même s'il y en a un où Eric m'a demandé de refaire un petit accent un peu à la Arletty, mais j'essaye de trouver un truc qui fasse un petit écho mais sans que ce soit vraiment Arletty. Et voilà. Trop bien. Donc, Élodie, tu joues, tu chantes, tu écris, tu mets en scène. Oui. Comment est-ce que tu gères ton emploi du temps ? Oh là, c'est un casse-tête. Tout est noté dans mon téléphone. J'ai 12 000 couleurs qui me permettent de savoir à peu près. Parce que je fais aussi du doublage un peu à côté. Beaucoup de voix de dessins animés, de petits garçons, de choses comme ça, parce que comme je change ma voix.
Et là, j'ai eu quelques tournages aussi. Je sais pas, j'essaye de tout faire rentrer, mais là, justement, je suis dans une période où il faut que je fasse des choix parce qu'il y a trop de projets personnels, des projets qu'on a pu me proposer où il faut que je me positionne. Je trouve ça toujours très dur de dire non à quelque chose qu'on nous propose, surtout quand il y a une base qui est intéressante, mais pas toujours aboutie. Alors, j'ai toujours envie d'encourager, je sais ce que c'est d'écrire, je sais qu'il y a toujours plusieurs étapes, donc je veux pas seulement dire non, désolé, c'est pas bien. Alors à chaque fois je fais des retours, mais ça me prend vachement de temps, donc il faut que j'arrive à stopper. Voilà, je sais pas si ça répond vraiment à la question. Si, tout à fait. Est-ce que du coup tu arrives à te trouver des plages de création, parce que t'écris, même si t'es tout le temps partout en tournée, à jouer, etc. T'arrives à je sais pas, est-ce que tu te fixes une période ou c'est dans les trous? Bah c'est un peu dans les trous, ouais. Parfois, non, en général, quand je veux lancer un projet, là, je suis obligée de prendre au moins 2 semaines et je fais que ça. Et puis après, ça va s'étendre dans le temps. Je peux vraiment mettre 1 an, 2 ans, plus. Mais ça va être par saut de puce. Alors, parfois, c'est bien parce qu'au moins, ça me permet d'avoir toujours le recul, d'un peu oublier et de pouvoir revenir avec un regard neuf et de me dire « mais ça n'allait pas du tout ce que j'ai écrit, c'était mauvais ». Ou l'inverse, me dire ah si ça c'est bien, ok je continue. Donc ça c'est le côté plutôt positif, mais le côté négatif c'est que ça prend beaucoup plus de temps. Il faudrait que j'arrive à m'organiser différemment, mais j'ai du mal. Et chacun son regard. Ouais. Non mais puis je sens qu'il y a quelque chose qui fait partie de ma personnalité où j'ai une curiosité sur un peu tout et j'aime toucher à tout. Et ça depuis toute petite. J'aimais tout faire, je voulais tout faire. Quand il fallait que je me spécialise en grandissant, faire S, pas S, moi, je voulais rien choisir, j'avais envie de tout faire. Laissez-moi tout essayer. Si j'avais pu continuer à faire l'équitation, la danse, le théâtre, le piano, je le faisais. Puis je voulais rajouter du patinage artistique et j'aurais voulu faire des saltos et des acrobaties. Mais j'avais pas le temps de tout faire. Sinon, la nuit. Sinon, la nuit. Donc, bon, ça va aussi un peu avec ce que je suis. C'est un peu brouillon, un peu le fouillis, mais il y a toujours un moment où je trouve quand même Enfin, en tout cas, ça se réalise, quoi. Oui, bah, c'est génial de pouvoir... Comme si ça m'empêchait d'avancer. Mais de temps en temps, il y a trop de cases dans ma tête quand même. Donc, ça me fatigue un peu. Voilà. Des insomnies, quoi. Et est-ce que tu as une anecdote de scène particulièrement marquante à me raconter? Une anecdote de scène... Il y en a eu pas mal. 500 000. Il y en a eu beaucoup. Non, il y en avait une qui m'avait fait beaucoup rire. C'était sur Le Soldat Rose, justement, où, avec mon ami Mehdi Bourayou, qui d'ailleurs fait les musiques de Je ne cours pas, je vole et d'Arletty. Mehdi jouait un super-héros dans la pièce et il avait un costume en lycra, en jaune fluo, avec un petit éclair sur le torse. Et à un moment, il y a un accessoire qui tombe de l'autre côté de la scène. Je crois qu'on était au Casino de Paris. Et lui a la bonne idée de se mettre sur scène, ventre sur la scène, et tendre le bras pour essayer de récupérer son accessoire. Et là, je vois Mehdi glisser à cause du lycra et vraiment m'est tombé de l'autre côté de la scène. Et il n'y avait plus personne devant nous. Et ce moment de disparition du comédien avec qui on était en train de jouer était assez drôle. Bon, des petites choses comme ça, ou quand on joue en extérieur aussi, sur des choses un peu magiques. On joue un truc dramatique et d'un coup on entend c'est génial. Pas mal. Voilà. Et Elodie, c'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, ça aurait été d'être à la Comédie Française, mais ça, je crois que je suis en train de tirer un trait dessus. Et au moins juste 1 an, Eric, juste une petite année. C'est encore un appel. Mais j'ai eu la chance de travailler avec Laurent Natrella, qui était à la Comédie Française, qui avait été mon prof au cours Florent. Et je lui avais proposé de mettre en scène Après une si longue nuit, qui était écrit par Michel Laurence, qu'on avait joué en 2016, avec d'ailleurs Olivier, qui joue aussi dans Je ne cours pas, je vole. Et j'adorais ce spectacle, et c'était Laurent qui l'avait mis en scène. Et donc d'une certaine façon, c'était un premier contact avec la Comédie Française. J'allais le voir dans tous les spectacles français, et de travailler avec lui, ça avait été exceptionnel. Donc voilà, et non, sinon en rêve...
c'est comme si j'en avais beaucoup sans en avoir un précis. Moi, j'ai juste envie de continuer de vivre de ma passion et de toujours continuer à découvrir des nouvelles formes. Donc, si un jour, ça peut être de réaliser un film, d'avoir un premier rôle dans un film, de faire une autre comédie musicale, mais quelque chose d'encore plus physique, encore plus de chansons, de jouer partout dans le monde. Enfin, tout est possible. Moi, je veux que toutes les portes s'ouvrent et allons-y. C'est parti. Voilà. Et est-ce que tu vas aussi au théâtre? Oui, je vais au théâtre, ouais. J'essaye dès que possible. Et si tu allais au théâtre ce soir, qu'est-ce que tu irais voir? Alors, il faudrait que je sache tout ce qui est programmé en ce moment. Il y a un spectacle que j'aime énormément qui s'appelle Coupure, qui est au Théâtre des Béliers. Ça, j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est rare d'avoir des spectacles un peu engagés. En tout cas, c'est un spectacle qui fait réfléchir tout en étant une vraie pièce de théâtre. Ouais, c'est pas du tout didactique, c'est pas donneur de leçons, mais ça montre une réalité dans un monde politique avec, là en l'occurrence, ça parle des antennes 5G. Mais il y a une histoire de famille, une histoire de mère de village et une histoire d'antenne 5G. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien réalisé. J'étais ressortie, mais enjouée, épatée. J'avais vraiment beaucoup aimé. Voilà. Merci pour la reco. Et merci beaucoup, Élodie. De rien, merci à toi. On peut te retrouver en ce moment dans Je ne cours pas, je vole à la Comédie des Champs-Élysées. D'ailleurs, on est dans la loge actuellement. Ouais. Et donc, je vous conseille à tous d'aller voir ce spectacle parce qu'il est super. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de cette interview. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast, à le partager autour de vous et à vous abonner bien sûr pour être au courant des prochains épisodes. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast Et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie, parce que ça la rend plus jolie. Bye bye!